Vous n'avez pas pu le louper, c'est le sujet de la rentrée qui déchaîne les passions sur tous les plateaux télé depuis quelques semaines. C'est la réforme des retraites. La réforme des retraites. De la réforme de la retraite. La réforme des retraites. Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites. J'ai 27 ans et au premier abord, je pourrais me dire que cette réforme ne me concerne pas vraiment et penser comme beaucoup que de toute façon, je n'aurai pas de retraite. Pourtant, cette réforme, loin de ne s'appliquer qu'aux seniors, est un enjeu de société majeur qui nous concerne toutes et tous, quel que soit notre âge. Je sais, c'est un peu technique comme histoire, un peu barbant même, et avec toutes les déclarations et les indignations qu'on voit passer, difficile d'y voir clair. Qu'y a-t-il dans cette réforme exactement ? Quelles en seront les conséquences exactes? Quels sont les arguments pour et contre? Pourquoi suscite-t-elle autant d'indignation? Et surtout, si on élargit la focale, dans quel cadre politique cette réforme s'inscrit-elle? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la réforme des retraites dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Avant toute chose, on va faire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est notre système des retraites. Si vous connaissez déjà ces détails, vous pouvez passer directement au chapitre 2 de cette vidéo. Vous l'avez peut-être entendu de nombreuses fois, on a un système par répartition. Notre système de retraite par répartition. Le système par répartition. Ce système par répartition signifie que les cotisations des travailleurs sont directement utilisées la même année pour financer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Chaque génération passe sa vie à cotiser pour les autres en espérant qu'il y aura assez de cotisants pour payer sa propre retraite plusieurs décennies plus tard. Jusque-là, le principe est simple à comprendre, c'est celui de la solidarité entre les générations. Et c'est après que ça se corse un peu. Dans notre système de retraite, il y a 3 types de régimes. Le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. Le régime dit général, c'est pour les salariés du privé, les contractuels de la fonction publique, les indépendants et les artistes, soit 88% de la population. Ensuite, on a le régime agricole. C'est pour les exploitants, les entreprises agricoles et leurs salariés, soit environ 5% de la population. Enfin, il y a les fameux régimes dits spéciaux qui créent tellement de débats. Tous les ans, l'État, avec de la pure dépense publique, maintient ces régimes spéciaux à l'équilibre. Les régimes spéciaux qui correspondent plus à la réalité. Il faut expliquer que les régimes particuliers, ce n'est pas un privilège. C'est ça, prendre en compte la pénibilité. C'est pas enlever des droits à ceux qui en ont, c'est d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Il faut quand même ramener les choses à leur juste mesure. L'année dernière, il y a eu 870 000 départs à la retraite. Sur ces 870 000, 9 000 seulement concernaient la RATP et la SNCF. Donc on est là en train de discuter sur 1% des départs à la retraite. Ces régimes de la discorde existaient avant la création de la sécurité sociale en 1945. Ils sont spéciaux car les professions concernées avaient déjà créé leur propre système de retraite et n'ont à l'époque pas rejoint le régime général par peur d'être moins bien couverts. Ils ne prévoient pas le même âge de départ et ou pas le même nombre de semestres nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein. Les régimes spéciaux les plus connus sont ceux de la SNCF et de la RATP, mais les salariés des industries électriques et gazières en ont aussi, tout comme le personnel de l'Opéra de Paris ou les salariés de la Banque de France par exemple. Voilà, ça c'est pour le tour d'horizon des différents régimes. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne ? Dans notre pension de retraite, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a obligatoirement ce qu'on appelle l'assurance vieillesse. C'est ce qui nous est versé par la sécurité sociale chaque mois, mais on peut aussi avoir un complément de retraite, comme les retraites complémentaires Agirc-Arrco, les plans d'épargne retraite, les assurances privées ou les mutuelles de santé, par exemple. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a 2 variables importantes pour savoir quand et comment on peut partir à la retraite. Premièrement, l'âge légal minimum de départ. Ça veut dire qu'on ne peut pas décider de partir à la retraite avant cet âge-là, quel que soit l'âge auquel on a commencé à travailler. Et deuxièmement, le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir partir à taux plein. Ça veut dire que pour pouvoir avoir une pension de retraite complète, il faut avoir travaillé un certain nombre de trimestres. Quand on parle de ce taux plein, on parle de la part en pourcentage de son ancien salaire que l'on reçoit à la retraite. Il est fixé à 50% pour les salariés du privé et à 75% pour les fonctionnaires par exemple. Donc, quand on augmente le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, indirectement, on augmente aussi l'âge de départ, puisqu'il faut travailler plus longtemps pour gagner la même retraite qu'avant la réforme. C'est logique. Donc, pour résumer, si on recule l'âge légal, on oblige les gens à travailler plus longtemps. Si on augmente le nombre de trimestres, on incite les gens à travailler plus longtemps.
Mine de rien, c'est un peu une obligation aussi, parce que partir avant d'avoir tous ces trimestres est parfois intenable financièrement. Et ces deux leviers ont été utilisés de nombreuses fois ces dernières années lors des réformes successives des retraites depuis 20 ans. Tout le système que je viens de vous décrire a été mis en place en 1945 lors de la création de la sécurité sociale. L'âge minimal de départ était alors fixé à 65 ans. Le plan français de sécurité sociale, prévu dès 1944 par le Conseil national de la Résistance, a été établi par les ordonnances de 1945 et mis en application dès le 1er janvier 1946. En 1982, François Mitterrand met en place ce qui est alors considéré comme un progrès social, permettre aux gens de travailler moins longtemps. Il fixe l'âge de la retraite à 60 ans et le taux plein à 35,5 années de cotisation. Deuxième titre à la une de l'actualité aujourd'hui. La retraite à 60 ans en France. L'accord a été officiellement signé ce matin par tous les syndicats, y compris la CGC. Les pensions de retraite sont indexées sur l'évolution générale des salaires, ce qui est très avantageux. Mais le ton va vite changer. 10 ans plus tard, dès les années 90, il y a un petit discours qui se met en place. Il faudrait travailler plus longtemps pour 2 raisons. Mais ce système où les actifs paient pour les retraités a une limite. Démographie et chômage obligent, en 2010, il y aura moins de 2 cotisants pour un retraité. Afin de préserver le système par répartition dans lequel les actifs paient pour les retraites des inactifs, il faut, selon Michel Rocard, progressivement adapter le système. Dès lors que l'on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. Il faut travailler tous pour produire plus et pour gagner plus. Les arguments sont d'ailleurs les mêmes qu'aujourd'hui. 1. On vit plus longtemps. 2. Il faut rééquilibrer les finances du pays. Et à partir des années 90, c'est un véritable festival de réformes. En 1993, c'est la réforme Balladur. Juste un décret, publié sans bruit ce matin au journal officiel, en cette fin de mois d'août, mais une véritable petite révolution pourtant. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu la fin de la retraite à 60 ans. La durée de cotisation passe de 37,5 ans à 40 ans pour le secteur privé, et les pensions ne sont plus indexées sur l'évolution des salaires, mais sur l'inflation. Résultat, en moyenne, les retraites ont baissé de 6% pour l'ensemble de la population. En 1995, Juppé veut s'attaquer aux régimes spéciaux et aligner le public sur le privé, mais il fait face à une très forte mobilisation, donc il renonce. Le problème, c'est que ces régimes spéciaux sont difficiles à réformer. En 95, Alain Juppé s'y est essayé. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Résultat, des centaines de milliers de personnes dans la rue, la France est bloquée, le projet est retiré. Une partie de ces mesures passera tout de même plus tard, en 2003. Avec la réforme Fillon, les fonctionnaires verront alors leur régime devenir le même que pour le privé. Désormais, pour faire valoir ses droits dans le public comme dans le privé, la durée légale de cotisation est fixée à 40 ans, puis 41 ans à partir de 2012 et à 42 ans d'ici à 2020. En 2007, sous Sarkozy, les régimes spéciaux sont finalement réformés. Ils devront travailler 40 annuités pour avoir le taux plein. En 2010, sous Sarkozy toujours, la réforme Woerth met fin à l'âge de la retraite à 60 ans. L'âge légal est repoussé à 62 ans. Le système de décote devient aussi plus restrictif. Travailler au-delà de 60 ans, ce sera bientôt la règle. Principale mesure de la réforme présentée par le ministre du Travail, le recul de l'âge de départ en retraite à 62 ans. Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement. Enfin, la réforme la plus récente, c'est la réforme Touraine sous François Hollande en 2014. Si nous voulons garantir aux Français que leurs retraites seront payées, nous devons prendre des mesures, et certaines de ces mesures sont difficiles. Elle rallonge encore la durée de cotisation. Au moment de la réforme, il fallait avoir travaillé 41,5 ans pour avoir le taux plein. La réforme prévoit que le nombre de trimestres augmente tous les 3 ans entre 2020 et 2035. Donc, en 2035, il faudra avoir travaillé 43 ans pour avoir le taux plein. Bref, tout ça pour dire que des économies, on en a déjà récemment beaucoup fait sur les retraites, que ce soit par des gouvernements de droite ou de gauche, mais ce n'est jamais assez. Emmanuel Macron compte bien aller encore plus loin. Et c'est à ce moment de la vidéo qu'on en arrive au cœur du débat actuel. J'espère que ces 2 premiers chapitres vous auront permis de mieux comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent. C'était l'événement de l'année la semaine dernière.
En tout cas, les chaînes de télévision l'ont traité comme tel. On n'a pas envie de mourir au travail, quoi. On met la réforme des retraites au milieu et on tourne autour. Matin, midi et soir, vous allez en avoir. Ah oui, c'est ça. Elle est encore un peu loin, la retraite. Alors, cette réforme des retraites, pourquoi faire? À un moment donné, il va falloir travailler. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Ce qu'il faut en retenir, c'est surtout que l'âge légal de départ va être reporté progressivement pour atteindre 64 ans. Jusqu'ici, l'âge de départ était fixé à 62 ans. À partir du 1er septembre prochain, ça sera 62 ans et 3 mois, et ça augmentera de 3 mois chaque année jusqu'à atteindre 64 ans en 2030. Ensuite, c'est une autre mesure majeure, la Première ministre a annoncé une accélération du rythme de la réforme Touraine de 2014. Rappelez-vous, elle supposait d'augmenter la durée de cotisation de 4 trimestres tous les 3 ans pour atteindre 43 ans en 2035. Eh bien, avec la réforme de Borne, ce sera dès 2027. Au lieu d'augmenter tous les 3 ans, la durée de cotisation va augmenter de 4 trimestres chaque année. L'autre aspect important de la réforme, c'est la suppression de la plupart des régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP et des secteurs électriques et gaziers. Elisabeth Borne a aussi modifié les conditions de départ des travailleurs aux carrières longues. Jusqu'ici, si on avait commencé à travailler avant 16 ans, on pouvait partir à 58 ans et à 60 ans si on avait commencé avant 20 ans. Avec la réforme, ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans pourront partir à 60 ans et ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans partiront à 62 ans. Et tout ça seulement à condition d'avoir cotisé assez de trimestres. Traduction, les classes les plus modestes, qui font souvent moins d'études et travaillent plus tôt, ne pourront plus partir aussitôt à la retraite. Enfin, pour justifier l'aspect social de la réforme, le gouvernement a aussi annoncé mettre en place une retraite minimum à 1 200 €, soit 85% du SMIC. Seul problème, c'est une mesure qui avait déjà été prévue dans la réforme Fillon en 2003, mais qui n'avait tout simplement jamais été appliquée. Si on résume cette réforme, ça combine tout ce que les gouvernements précédents, de droite comme de gauche, avaient voulu appliquer. Mais jusqu'ici, ils ont fait face à beaucoup de résistances qui les ont empêchés d'aller jusqu'au bout. Mais cette fois, le gouvernement ne semble pas douter et arrive avec beaucoup d'arguments pour justifier sa réforme. Quels sont-ils et sont-ils vraiment justifiés ? Pour faire simple, le gouvernement a 3 arguments principaux pour défendre sa réforme. Premièrement, Emmanuel Macron a été élu président avec ce programme, donc les Français ont voulu cette réforme. Cette réforme des retraites, nous ne la faisons pas pour le plaisir de faire une réforme des retraites. Nous la faisons d'abord parce qu'elle a été promise par le président de la République lors de sa campagne présidentielle et qu'elle fait donc partie du mandat qui a été confié par le peuple français au président de la République et à cette majorité. Il semble que Bruno Le Maire ait la mémoire courte, puisque lors des 2 dernières élections, une grande partie des électeurs a voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs lui-même reconnu. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Visiblement, le président se sent de moins en moins obligé, surtout quand on voit que la majorité des Français sont opposés à la réforme. 67% seraient contre, selon une enquête ELAB pour BFM TV, et même jusqu'à 80% selon Odoxa Ojipi pour Challenge. Mais pour le gouvernement, la réforme serait inévitable. Je suis convaincu que c'est une nécessité. C'est ce qui fonde leur deuxième argument, le système de retraite est déficitaire, donc il faut le réformer. Quand il dit ça, le gouvernement s'appuie sur le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Le COR, c'est l'organisme qui produit régulièrement des rapports sur l'état du régime des retraites. Il fait des projections sur l'évolution des finances du régime en estimant plusieurs grandes variables macroéconomiques, comme la croissance ou le taux de chômage par exemple. Il a publié un rapport en octobre 2022, mais les politiques de gauche comme de droite s'en emparent à leur façon pour justifier leurs arguments. Qu'ils viennent parler le corps, parce que tout le monde s'en revendique de ce. C'est-à-dire Emmanuel Macron, pour justifier sa réforme, il parle des projections du corps, et l'opposition, pour critiquer cette réforme, parle du corps. Donc chacun prend son scénario. En fait. Oui. Alors, que peut-on retenir de ce rapport qui crée autant de débats ? Déjà, il faut savoir que le système a dégagé un excédent en 2021 de 900 millions d'euros et en 2022 de 3,2 milliards d'euros. Donc pour l'instant,
le régime n'est pas déficitaire. On ne peut pas considérer que c'est une question d'équilibre, puisque vous savez qu'en 2022, le régime des retraites était excédentaire, qui sera à peu près équilibré pendant encore 3-4 ans. Ce qui permet à Emmanuel Macron de justifier sa réforme, c'est ce paragraphe. Sur les 25 prochaines années, le système de retraite serait en moyenne déficitaire, quelle que soit la convention et le scénario retenu. En gros, ça veut dire que le système des retraites va dépenser plus que ce qu'il gagne pendant en moyenne 25 ans. Donc le président considère que pour éviter ça, il faut forcément que les gens travaillent plus, pour qu'ils cotisent plus et pour combler ce déficit. Pourtant, ce qu'il oublie, c'est que les prévisions du corps reposent sur des paramètres inconnus. Donc il est très difficile d'avoir une estimation fiable. D'ailleurs, le corps avait déjà sorti d'autres rapports plus alarmistes en 2020 et 2021, mais ils se sont corrigés depuis. De plus, ce qu'Emmanuel Macron ne dit pas, c'est que rien ne menace la pérennité du système. Le système de retraite français n'est pas du tout au bord du gouffre, il n'est pas du tout menacé financièrement. Il y a un léger déficit, bon en ce moment c'est la période de crise, mais un léger déficit qui est prévu aux alentours de 2030 entre 0, c'est-à-dire pas de déficit du tout, et 0,5 points de PIB. Mais en fait, ce déficit ne vient pas d'une explosion des dépenses, il vient plutôt d'une baisse des recettes. C'est technique, c'est vraiment pas passionnant, mais c'est précisément sur cette difficulté que jouent les responsables politiques. En réalité, le déficit est inévitable. L'État n'est pas obligé de vouloir combler ce trou. Et même s'il veut le faire, il n'est pas obligé d'augmenter le temps de travail. Il pourrait par exemple décider d'augmenter les impôts ou les cotisations des entreprises. Mais on l'a vu, ce n'est pas vraiment dans ses priorités. Le choix que nous faisons, c'est de ne pas augmenter les impôts ni des Français ni des entreprises, mais de continuer à les baisser, ce que nous faisons. Et pour couronner le tout, ça risque de ne même pas être efficace. Le corps rappelle dans son rapport que quand on recule l'âge de départ, on augmente aussi le nombre d'actifs qui vont percevoir des allocations comme le chômage, l'assurance maladie ou les minima sociaux. Donc, on augmente les dépenses publiques. Résultat, les économies faites en baissant le nombre de retraités sont perdues en augmentant le nombre d'actifs. Rappelons-le, toujours, comme dans toutes nos émissions d'économie à Blast, tout ceci n'est pas une obligation, c'est un choix politique. C'est une question de priorité politique. Il n'y a pas de danger financier dans le système. Par contre, le gouvernement a un programme politique pour d'autres raisons économiques en fait qui tiennent pas tellement au système de retraite, qui vise à allonger, repousser l'âge de la retraite. Et les raisons principales, elles ont été énoncées. Il y a d'une part une volonté de réformer le marché du travail, c'est-à-dire augmenter l'emploi, augmenter la concurrence entre les salariés. Et puis d'autre part, baisser les dépenses publiques. Pour donner un ordre de grandeur, la suppression de l'ISF, cadeau fiscal aux plus aisés, a coûté 3 milliards d'euros. Le CICE, allègement des cotisations des entreprises porté par Emmanuel Macron, a coûté environ 90 milliards d'euros et n'a quasiment pas créé d'emplois. Pourtant, le gouvernement n'a pas voulu récupérer de manière obsessionnelle cet argent perdu, sans même parler des 80 milliards d'euros d'évasion fiscale que la France perd chaque année. À titre de comparaison, le déficit futur estimé de la Caisse des retraites est de 12 milliards d'euros, mais constitue, lui, une priorité politique. Troisième argument utilisé par le gouvernement, puisqu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Mais on ne peut pas simplement fonctionner avec une logique proportionnelle. On entend beaucoup parler de l'espérance de vie en bonne santé. C'est un indicateur qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes. Oui, l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, stagne. L'INSEE montre qu'en moyenne, depuis les années 2000, les Français restent en bonne santé jusqu'à 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Et par rapport à l'Europe, on est plutôt dans le bas du classement. Avec un âge de départ fixé à 64 minimum, ça laisse donc peu, voire pas de temps en bonne santé pour profiter de sa retraite. Ceux qui pourront tenir tiendront, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux. Et ceux qui pourront pas tenir, on en fait peu de cas. Et en gros, c'est à peu près 3 personnes sur 10, un gros tiers de la population, qui passent pas de l'emploi à la retraite. Il y a aussi la question des différences d'espérance de vie entre les milieux sociaux. En 2018, l'INSEE montrait que parmi les 5% les plus riches, les hommes vivaient 13 ans de plus que parmi les 5% les plus pauvres. Rallonger l'âge de départ et supprimer les régimes spéciaux, au fond, ça ne change pas grand-chose pour les plus aisés. De manière générale, ils font des études longues, ils commencent à travailler tard et non pas des emplois pénibles. Mais pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui n'ont pas eu une carrière complète, et c'est souvent des femmes, ceux qui ont un travail usant physiquement, c'est différent.
Les faire travailler plus longtemps, ça veut dire que ce sont eux qui vont payer les retraites des plus riches et qu'ils ne pourront peut-être même pas profiter de la leur. Le problème, ce sont les carrières longues et ce sont donc des salariés qui commencent à travailler dès l'âge de 19 ans ou 20 ans. Qui auraient pu normalement s'arrêter à 60 ou 62, enfin s'ils sont carrière longue, et qui vont travailler 2 ans de plus. Et ça, c'est un problème parce que, comme Thomas l'a dit, ce sont souvent des travailleurs qui sont peu qualifiés, qui ont plus des travaux pénibles, on va y revenir, et qui en plus ont une espérance de vie beaucoup plus faible. Au fond, et on y revient toujours, c'est une question de justice sociale. Entre les plus riches et les plus pauvres, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui ont des emplois pénibles et ceux qui n'en ont pas. À partir du moment où le système de santé est en train d'être détruit, on en avait déjà fait le bilan dans cette vidéo, où les conditions de travail se dégradent de plus en plus, où les droits sociaux sont rognés de toutes parts par les réformes successives, il semble difficile de se dire que rallonger le temps de travail va participer à créer une société plus harmonieuse, sans même parler des pures considérations économiques que nous avons évoquées plus tôt. Pour éviter de partir à 64 ou 67 ans, beaucoup de Français pourraient être incités à plus épargner pendant leur vie active pour pouvoir partir plus tôt, sans trop souffrir de la décote. C'est ce que souligne l'économiste Philippe Askenazy. Au fond, la réforme des retraites ne concerne pas vraiment les plus riches, parce qu'ils ont les moyens d'accumuler un patrimoine pendant toute leur vie, histoire de profiter de leur retraite. Et ça tend vers un système par capitalisation, où chacun cotise pour soi-même. Fini la solidarité intergénérationnelle. C'est d'ailleurs ce qui a été constaté dans d'autres pays où l'âge de départ à la retraite a été repoussé, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Philippe Askenazy explique qu'aux États-Unis, la pandémie aurait généré de 1 à 3 millions de retraités supplémentaires, particulièrement des blancs éduqués autour de 65 ans, partant donc juste avant l'âge légal ou bien renonçant à prolonger leur carrière. Il détaille ainsi que ceux qui disposent d'un patrimoine par accumulation durant leur vie professionnelle ou par héritage peuvent s'affranchir des réformes qui repoussent toujours plus l'âge de liquidation des pensions publiques. Et pourtant, ils bénéficient en moyenne d'une espérance de vie bien plus longue que ceux en bas de l'échelle sociale qui subissent ces réformes. C'est donc ce vers quoi nous tendons avec cette nouvelle réforme en France. Autre question de société que cette réforme soulève, celle des inégalités entre générations. Les personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour, et donc sa réforme, sont pour beaucoup des personnes âgées. Les Français de plus de 70 ans ont par exemple voté à 41% pour Emmanuel Macron, contre 20% pour les moins de 24 ans. Ces personnes sont déjà à la retraite et possèdent une grande partie des richesses du pays. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. En 2015, c'est l'inverse. Il est 3 fois plus faible. Les retraités d'aujourd'hui possèdent plus parce qu'ils ont bénéficié de meilleures conditions économiques et ont une meilleure retraite, puisqu'ils ont bénéficié des réformes antérieures. Mais ce sont aux actifs, qui évoluent dans des conditions économiques moins favorables, à qui l'on demande sans sourciller d'être solidaires. Peut-être, s'il est si indispensable de faire des économies, pourrait-on envisager une baisse des plus grosses pensions des retraités multipropriétaires, par exemple? Cette question n'est en tout cas jamais survenue dans le débat public, alors que baisser les petites pensions des travailleurs nous est donné comme une évidence. Enfin, dernier élément qui n'a pas vraiment été soulevé dans le débat ces dernières semaines, la question climatique. Quand on sait que les canicules vont se multiplier ces prochaines années et qu'elles tuent principalement les plus âgés, est-ce vraiment une bonne idée de les faire travailler plus longtemps dans ces conditions? Est-ce une bonne idée d'inciter chacun à investir de son côté en fragilisant toujours plus le système quand on sait que les investissements dans l'immobilier, par exemple, vont être bouleversés par les conséquences du réchauffement climatique là aussi? Et finalement, quand on connaît les liens entre productivisme et changement climatique, est-ce que l'on pense toujours que travailler plus et plus longtemps est une bonne solution? En tout cas, le gouvernement pourrait prochainement passer en force pour appliquer son projet. C'est déjà quasiment certain que la réforme sera présentée au sein d'un projet de loi de finances rectificatif. Et ça permettrait au gouvernement d'utiliser le fameux 49.3. Mais au vu de la colère des syndicats et des partis politiques, personne n'a vraiment intérêt à jeter de l'huile sur le feu. C'est pour ça que le gouvernement envisage la piste de l'article 47, alinéa 1 de la Constitution, qui limite la durée des débats. 20 jours à l'Assemblée nationale, 15 jours au Sénat. Quoi qu'il arrive, les mois à venir s'annoncent agités et le bras de fer autour de la réforme des retraites pourrait être déterminant pour la suite, puisqu'une victoire de l'opposition pourrait fragiliser le gouvernement. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre quelles pourraient être les implications du projet de réforme des retraites. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant qui ne vit que grâce à vous, son audience. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr. Pour ma part, je suis très contente d'être de retour et je vous dis à très bientôt sur Blast.